911, where's your emergency? This is Alec Murdoch at 4147 Moselle Road. I need the police to answer immediately. My wife and child just shot badly. Dans l'univers du true crime, certains appels au 911 deviennent tristement célèbres. C'est le cas de celui que vous venez d'entendre, que vous aviez peut-être déjà entendu d'ailleurs, peut-être même plusieurs fois. Cet appel qui a été passé par Alec Murdoch le 7 juin 2021 à 22h07 précisément. Cet appel, il marque le début d'une affaire aussi complexe que choquante qui a secoué la Caroline du Sud et retenu l'attention de tout un pays. Ce jour-là, le 7 juin 2021 donc, Alec rentre chez lui après avoir rendu visite à sa mère qui est atteinte de démence, et c'est avec horreur qu'il découvre sur sa propriété appelée Moselle et située à Highlandon en Caroline du Sud, les corps inanimés de sa femme Maggie et de son second fils Paul. Tous les deux ont été froidement abattus de plusieurs balles, l'un avec une carabine, l'autre avec un fusil de chasse, 2 armes, 2 victimes, et un mystère qui commence à peine. Mais à la surprise générale, plus d'1 an après les faits, Alec Murdoch est arrêté le 14 juillet 2022. Il est accusé des meurtres avec préméditation de sa femme et de son fils. Drogue, manipulation, détournement de fonds, escroquerie à l'assurance, corruption et j'en passe, les charges s'accumulent contre Alec Murdoch comme les rebondissements d'un blockbuster hollywoodien. L'enquête va faire ressortir tellement d'éléments complètement fous qu'on en vient à se demander mais qui est vraiment cette famille Murdoch et dans quels autres crimes est-ce que ses membres sont impliqués. L'affaire, elle a fait tellement de bruit aux États-Unis que quand le procès d'Alec Murdoch commence en février 2023, ce sont des centaines et des centaines de personnes qui se pressent devant le tribunal pour assister à ce qu'on a qualifié de procès du siècle. Bon, les procès du siècle, il y en a plein aux États-Unis, beaucoup plus que1 par siècle, mais on comprend l'idée. Et la folie, parce qu'on veut vraiment parler de folie autour de ce procès, elle est telle qu'il y a des gens qui campaient devant le tribunal comme si c'était un Apple Store et qu'un iPhone révolutionnaire s'apprêtait à sortir pour avoir ou tenter d'avoir une place à l'intérieur du tribunal pour assister au procès d'Alec Murdoch. Cette affaire, elle a tellement passionné les foules que Netflix en a fait un documentaire que vous avez peut-être vu, et même s'il est très bien à plein de niveaux, ce docu, il omet quand même un certain nombre d'éléments dans toutes ces histoires. Parce que oui, il y a plusieurs affaires dans l'affaire, et pour comprendre le procès d'Alec Murdoch, c'est essentiel d'avoir connaissance et de comprendre ces autres histoires qui gravitent autour de la famille Murdoch. C'est pour ça que je vous propose une série de vidéos pour démêler cette toile d'araignée gigantesque. On commence donc aujourd'hui avec l'énigme Steven Smith, un jeune homme de 19 ans dont le destin tragique s'entremêle mystérieusement à celui de la famille Murdoch. Vous êtes prêts à plonger dans les méandres de cette histoire? Alors c'est parti, générique. Please raise your right hand. Do you solemnly swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this matter here today? Your Honor, I'm going to object on hearsay. That's basic law. Telling me I'm a suspect in the murder of my wife and my child? Juror badge number 18. Are these your true and correct verdicts? I don't know if you've seen anybody be killed, but it's upsetting. And would you please poll the jury? Le 8 juillet 2015, un petit peu avant 4h du matin, je fais un petit point prononciation avant de démarrer, j'ai entendu toutes les prononciations possibles pour le nom de notre accusé, Alex Murdoch, lui-même le prononce Alec Murdoch, donc c'est comme ça que je vais le prononcer pendant cette série de vidéos. Le 8 juillet 2015, un petit peu avant 4h du matin, un automobiliste appelle le 911. Alors qu'il était en train de rouler sur une route de campagne à Hampton County, en Caroline du Sud, il vient de s'arrêter parce qu'il y a un corps au milieu de la route. Évidemment, la police se rend immédiatement sur place et découvre le corps de Steven Smith, 19 ans, un habitant de Hampton qui était en train d'étudier pour devenir infirmier. La police fouille évidemment les environs et assez rapidement ils vont retrouver la voiture de Steven qui est garée sur le côté d'une route à un peu plus de 4 km de l'endroit où ils ont découvert son corps. Le réservoir de la voiture est complètement vide et les policiers en déduisent qu'en fait Steven est tombé en panne d'essence, qu'il est donc sorti de sa voiture et qu'il marchait en fait le long de la route
pour essayer de trouver quelqu'un qui pourrait l'aider. Malheureusement, en faisant ça, il a été renversé par un chauffard qui l'a tué avant de prendre la fuite. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que la police qui a été appelée en priorité, c'est la police routière, c'est-à-dire qu'ils ont totalement l'habitude de ce genre d'incident et de voir malheureusement des piétons qui ont été renversés par des voitures. Et du coup, les policiers vont être quand même assez rapidement interpellés par un certain nombre d'éléments en ce qui concerne le cas de Steven Smith. La première chose qui va les choquer, c'est que Steven a une blessure à la tête qui n'est pas du tout cohérente avec quelqu'un qui se serait fait renverser par une voiture. Il a d'autres blessures au niveau du visage, au niveau de l'épaule, au niveau de la main, et là encore, ça correspond pas du tout à quelqu'un qui a été renversé. Il y a d'autres éléments qui vont les surprendre et qui ne sont pas cohérents avec quelqu'un qui s'est fait renverser par une voiture. Par exemple, Steven Smith est sur le dos alors qu'il devrait être sur le ventre. Ses vêtements sont ni sales, ni déchirés. Et puis, il y a un autre élément, c'est que Steven porte encore ses chaussures. Or, la plupart du temps, même si c'est pas le cas de 100% du temps, mais la majorité du temps, quand un piéton se fait renverser par une voiture, ses chaussures se détachent et s'envolent. Et là, c'est d'autant plus étonnant que ses chaussures ne sont pas très bien lacées, donc on est typiquement dans un cas où on pourrait s'attendre à retrouver ses chaussures n'importe où ailleurs, mais pas sur lui. Tous ces éléments font que les policiers s'interrogent et vont regarder le corps d'un petit peu plus près, et en y regardant bien, ils trouvent que la blessure que Steven a à la tête, ça ressemble quand même plus à une blessure par balle qu'à autre chose. Problème, ils vont regarder partout autour du corps, ils vont fouiller tout ce qu'ils peuvent. Il n'y a aucun indice. Et quand je dis aucun indice, c'est que il y a à la fois pas de traces de pneus qu'on devrait trouver normalement dans un cas comme ça, il n'y a pas de débris de voiture. Là encore, normalement, en heurtant Steven, la voiture aurait dû, je sais pas, avoir un phare qui se pète, par exemple. On devrait avoir éventuellement de la peinture de la voiture sur les habits de Steven. Mais il n'y a pas non plus de douille, il n'y a rien qui pourrait laisser croire qu'il y a un coup de feu qui a été tiré. Donc il n'y a vraiment rien du tout qui permet d'aller ni dans le sens d'un accident de la route, ni dans le sens d'une blessure par balle. Et puis quand la famille de Steven Smith va être informée de son décès et des conditions de son décès, il y a un autre élément qui va fortement les étonner. C'est que Steven, ça lui était déjà arrivé de tomber en panne d'essence plusieurs fois, et à chaque fois, il avait appelé sa sœur jumelle qui était venue le chercher sans aucun souci, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Là, il avait son téléphone, il avait de la batterie, il n'a pas cherché à joindre sa sœur. Pourquoi est-ce qu'au lieu de l'appeler, il serait allé chercher de l'aide sur une route qu'il connaît extrêmement bien et dont il sait pertinemment qu'il n'y a quasiment aucune voiture qui passe, encore moins au milieu de la nuit. Tout ça n'a aucun sens pour la famille qui est persuadée que Steven n'a absolument pas été victime d'un accident de la route, mais qu'il a bel et bien été assassiné. Malgré tous ces éléments hyper chelous, l'enquête va conclure à un accident de la route, et comme ils n'ont aucun élément pour tenter de retrouver le chauffard, malheureusement, assez rapidement, l'enquête va être classée sans suite. En tout cas, jusqu'en juin 2021. Qu'est-ce qui se passe en juin 2021 ? Eh bien, comme je vous le disais dans l'intro, c'est le moment où Maggie et Paul Murdaugh sont retrouvés assassinés dans leur propriété. Dans le cadre de l'enquête sur leur décès, la police va trouver un élément, on ne sait pas lequel, en tout cas là je tourne en novembre 2023, ils n'ont toujours pas aujourd'hui divulgué quel était cet élément, mais en tout cas ils ont trouvé quelque chose en enquêtant sur les meurtres des Murdaugh qui les a poussés à réouvrir l'enquête sur la mort de Steven Smith, d'une part, mais aussi et surtout à ne plus la considérer comme un accident, mais bel et bien comme un meurtre. Bon, mais du coup, c'est quoi le lien entre Steven Smith et la famille Murdaugh ? Bon, déjà, calmez-vous, s'il vous plaît, je vais vous expliquer tout ça, mais avant, je vais déjà vous expliquer qui est cette fameuse famille Murdaugh. En 1920, Randolph Murdaugh Sr., alors il y a Senior parce que vous allez voir qu'ils s'appellent tous Randolph dans cette famille, donc la plupart en fait utilisent leur deuxième prénom, enfin là on est sur le premier Randolph Murdaugh, qui en 1920 donc ouvre un cabinet d'avocats à Hampton, en Caroline du Sud. C'est un cabinet qui existe encore aujourd'hui et qui sera repris par les 3 générations suivantes. Le cabinet, il est
énorme, il est donc extrêmement connu dans ce coin de Caroline du Sud. Et la famille, bon, ils sont presque tous avocats, donc évidemment, ils sont très impliqués dans les affaires légales du comté, mais ils sont aussi engagés en politique et plus globalement dans la communauté. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a plusieurs milliers de comtés différents pour séparer les juridictions au niveau de qui intervient d'un point de vue judiciaire, autant pour la police que pour les avocats. Et le comté d'Hampton était classé ces dernières années à la 3e place des comtés où les jugements sont considérés comme les plus injustes, particulièrement pour les entreprises. Il se dit que c'est à cause du cabinet de la famille Murdoch. Il semble que cette famille n'hésitait pas à faire du chantage ou à lancer des procédures judiciaires, ou en tout cas à menacer de le faire. C'est à tel point qu'il y a quelques années, Walmart, qui est une chaîne très très connue, très puissante aux États-Unis, a voulu ouvrir un magasin à Hampton, et ils ont tout de suite reçu un avis du cabinet de la famille Murdoch, qui leur a fait dire qu'ils n'allaient pas s'installer là. Donc ça donne quand même une petite idée d'à quel point cette famille, via ce cabinet, exerce une forme de contrôle local, parce que pour arriver à faire renoncer un géant comme Walmart, faut quand même y aller, quoi. C'est aussi une famille qui a tendance, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos, à débarquer quand quelqu'un a un problème pour proposer ses services en tant qu'avocat à des prix très réduits, voire carrément gratuitement, et bizarrement c'est souvent à des personnes très intéressantes. Par exemple, ça va être, tiens, il y a un policier qui a un problème, on va proposer de le défendre gratuitement, et bon bah quand on a des petits soucis judiciaires, on a un policier en face qui est redevable. Donc ça, ce sont des pratiques qui sont avérées, la famille Murdoch a effectivement ce pouvoir-là d'un point de vue local. C'est une famille qui a été présentée dans les médias comme une famille richissime, avec une influence gigantesque, beaucoup de pouvoir, etc. Et c'est vrai et c'est pas vrai. Donc je trouve que c'est important quand même de remettre un petit peu ça dans le contexte, parce que je trouve que ça a été quand même un petit peu exagéré à mon sens, et je vais vous donner un exemple qui, je pense, permet de bien comprendre ce que je veux dire. Il y a aux États-Unis une journaliste qui s'appelle Mandy Matney qui a lancé une enquête sur la famille Murdoch en 2019, je crois, et elle a un podcast qui est très bien d'ailleurs si vous parlez anglais, je crois qu'il s'appelle Murder Murdoch, quelque chose comme ça. Et elle est originaire de Hampton, et elle dit qu'au début elle a beaucoup hésité à se lancer dans cette enquête parce qu'elle avait extrêmement peur des répercussions, elle était super flippée de ce qui allait lui arriver potentiellement si elle commençait à enquêter sur cette famille. Et de l'autre côté, il y a un YouTuber qui s'appelle Eric Allan, qui a fait une série de vidéos aussi sur toute cette affaire. Je vous mettrai sa chaîne en description. Franchement, il a fait un super travail hyper bien documenté, donc si vous parlez anglais, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait. Eric Allan vit à 1 heure de Hampton. Il n'avait jamais entendu parler de la famille Murdoch avant toute cette histoire. Donc ça vous montre quand même, je pense, que oui, localement, il y a un pouvoir, il y a une présence de cette famille, mais dès qu'on sort de ce petit bled qui est Hampton, parce qu'il y a quelques milliers d'habitants, hein, c'est pas un gros truc, dès qu'on sort de ce petit bled, bah, la famille Murdoch, on sait pas franchement qui c'est, et leur influence, elle se limite un petit peu là, même si évidemment ça reste des avocats, donc ils ont toujours la connaissance de la loi de leur côté, et la possibilité d'intervenir comme ça, mais quand on parle d'affaires, de corruption, etc., je pense que c'est important de garder tout ça en tête. Revenons à la famille Murdoch. En 2015, au moment où Stephen Smith perd la vie, le cabinet de la famille existe toujours, mais il s'est agrandi et il s'appelle désormais PMPED, qui sont tout simplement en fait les noms des différents associés, enfin les initiales des différents associés de ce cabinet. Il y a toujours un membre de la famille Murdoch qui bosse dans ce cabinet, qui est donc avocat. C'est l'arrière-petit-fils de Randolph Murdoch Sr., vous vous souvenez, je pense, vu que c'était il y a vraiment 2 minutes. Il s'appelle Randolph, évidemment, Alexander Murdoch, et il se fait appeler Alec Murdoch. Alec est marié à Maggie, et ensemble ils ont eu 2 fils, Randolph Buster Murdoch, que tout le monde appelle Buster, et Paul Murdoch. Stephen Smith connaissait les fils Murdoch, Buster et Paul, puisque déjà je l'ai dit c'est un bled, hein, donc tout le monde se connaît, et ils étaient à l'école ensemble, ils se fréquentent de manière plus ou moins régulière, principalement Stephen et Buster. Et il y a même une rumeur qui va commencer à circuler qui raconte que Stephen
et Buster auraient entretenu une relation. Alors est-ce que c'était une relation amoureuse, est-ce que c'était juste un peu plan cul régulier? On ne sait pas, mais en tout cas, il y aurait eu quelque chose d'intime entre eux. Steven était ouvertement gay, ce qui a priori semblait ne pas poser de problème dans son entourage. C'est une précision que j'aimerais ne pas avoir à faire. Malheureusement, on est en Caroline du Sud, qui est un état pas très très ouvert d'esprit, donc où il y a encore beaucoup d'homophobie. Et ce qui est raconté, c'est que si Steven assumait complètement lui son homosexualité, de l'autre côté, Buster, il pouvait pas assumer son homosexualité parce que, grande famille du coin, très riche, il avait commencé des études d'avocat dans le but de reprendre le cabinet familial à la suite de son père, donc jamais il n'aurait pu admettre son homosexualité, et cette histoire devait rester cachée. Il faut bien comprendre que tout ça, ce sont des rumeurs, on n'a aucune preuve qu'il y ait eu la moindre relation intime entre les deux, et on ne sait pas si Buster est gay ou si il est même bi. Aujourd'hui, il est avec une femme, alors ça prouve rien du tout, hein, on est bien d'accord, mais en tout cas, il n'y a rien qui va dans le sens d'une relation entre les deux. Ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est important de garder en tête que c'est des choses qui se racontent, mais qui ne sont absolument ni vérifiées ni vérifiables. Il y a une autre rumeur qui va commencer à circuler, et cette rumeur, elle raconte que la veille de son décès, Steven Smith était en compagnie de Buster Murdaugh, et peut-être même que Paul était présent aussi. Ça dépend des versions, il y a des gens qui ont entendu qu'il y avait que Buster, d'autres qui ont entendu qu'il y avait les deux fils Murdaugh. Dans tous les cas, ça reste des oui-dire, ça reste des rumeurs, mais il y a plusieurs témoins qui disent avoir entendu que Steven et Buster étaient ensemble ce soir-là. Il y a un autre truc important à savoir sur la famille Murdaugh, c'est que ce sont des fous malades des armes à feu. C'est-à-dire qu'ils avaient dans leur propriété Moselle une pièce entière dédiée à leurs armes. Elle était remplie, il y avait encore des armes dans toutes les voitures, ils en avaient aussi régulièrement sur eux, et c'est à tel point en fait qu'ils ne savent pas, il n'y a aucun membre de cette famille qui peut dire combien ils ont d'armes à feu. Et Paul Murdaugh, apparemment, d'après les dires de son frère, passait son temps à égarer ses armes, et du coup il empruntait les armes de son frère. Donc c'est pour vous dire à quel point ces gens sont tarés des armes, et ils en possèdent, je sais pas, je pense plusieurs centaines. Pourquoi est-ce que je fais cette précision? Parce que ce que raconte la rumeur, c'est que Buster et Steven étaient donc ensemble ce soir-là, qu'ils se seraient disputés, peut-être parce que Steven aurait eu envie de rendre leur relation publique et que Buster aurait trouvé ça insupportable, c'est une des pistes qui est citée. Buster se serait énervé, aurait sorti une des armes avec laquelle il se baladait toujours, aurait tiré sur Steven avant de disposer son corps sur la route pour faire croire qu'il avait été renversé par une voiture, peut-être aussi en espérant qu'une voiture allait lui rouler dessus pendant la nuit, ce qui rendrait le truc crédible. Et puis il y a d'autres versions qui disent qu'il lui a pas tiré dessus, il l'aurait tabassé à mort, peut-être avec son frère. En tout cas, il y a cette rumeur sur la responsabilité des fils Murdaugh dans la mort de Steven Smith. Et cette rumeur, elle sort pas de nulle part, elle a été alimentée par le fait qu'au départ, le médecin légiste qui a examiné le corps de Steven Smith a dit qu'il avait été tué par balle. Et puis dans un second temps, il a dit qu'en fait non, il avait bien été renversé par une voiture. À partir de là, ce qui a été dit et retenu, notamment dans le documentaire Netflix, mais pas que, hein, c'est ce qui a été dit dans la presse aussi notamment, c'est que l'enquête sur la mort de Steven Smith a été bâclée parce que la famille Murdaugh aurait utilisé ses connexions au sein de la police locale, aurait utilisé la corruption pour forcer les autorités à dire que c'était un accident de façon à ce que Buster soit mis hors de cause et ne soit plus jamais inquiété pour le meurtre qu'il avait commis. Et alors, est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que l'enquête a effectivement été bâclée? Est-ce que c'est vrai que les pistes n'ont pas été explorées? Est-ce que le dossier a été clos beaucoup trop tôt? Est-ce que la famille Murdaugh a quelque chose à voir là-dedans? Est-ce qu'elle a tellement d'influence qu'elle peut tuer des gens impunément? Eh bien, vous allez voir que c'est très loin d'être aussi simple que ça. L'enquête n'a pas été aussi bâclée que ce qui a été dit. Il a été raconté que la police n'avait pas suivi la piste de la famille Murdaugh, c'est complètement faux. Ils ont creusé cette piste à l'époque de la mort de Steven Smith. Simplement, des pistes, eh bien il y en a d'autres, et il y en a même 3 autres. Et il y a d'autres suspects
Et tout ça, je vous le détaillerai dans une vidéo la semaine prochaine. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez être tenu informé des sorties de mes vidéos à venir, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça fait vraiment plaisir. Et puis si vous voulez bien laisser un commentaire, je sais pas, juste pour me dire c'était cool, merci, ou c'est intéressant, je connais cette affaire, ou je la connais pas. En fait, ça me fait toujours trop plaisir et ça m'encourage énormément d'avoir vos retours et vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, même si c'est juste pour dire salut, ça me fait plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de l'enquête sur Steven Smith. Baby, you should know you're never safe. When you play these games, you get replaced. Baby, you should know you're never safe.